Voilà, alors on va attaquer aujourd'hui sur un sujet qui est depuis allez, une bonne quinzaine d'années dans mes mains, et à force de dire 15 ans, on va dire 17 ans maintenant, pour être plus précis. C'est la bioimpédance métrie. Alors qu'est-ce que déjà ça veut dire ce gros mot? Ce gros mot, il concerne une technologie qui est née il y a une vingtaine d'années, on va dire, dans des premières tentatives d'analyse de la composition corporelle. Et à l'époque, c'était et de loin pas ce qu'on a aujourd'hui en termes d'outils. Donc, on fera aussi un petit distinguo parce que parmi vous, certaines travaillent avec ma technologie, mais d'autres travaillent avec d'autres technologies. Mais vous allez voir que malheureusement, sur le marché des bioimpédances-métrie, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et il y a 20 ans, c'était né. Alors, je vous fiche mon billet, mais je devrais vous demander, d'après vous, les premières bioimpédances-métrie, c'était fait comment? Mais pas mal d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, n'est-ce pas, Alexandra? Et donc, vous ne pouvez pas trop savoir. Voilà, Alexandra, elle est d'accord, elle n'était pas née il y a 20 ans. Donc, à l'époque, ça se faisait avec des hameçons, c'est-à-dire qu'on prenait la peau sur le dos de la main, par exemple, on la crochetait avec un hameçon qui était raccordé à un fil électrique, et on prenait un autre crochet ailleurs, hein, on crochetait souvent au niveau de la cheville. Ouais, bah, faites pas des grimaces, hein, c'était il y a 20 ans. Et puis, faute à pas de bol, ils sont tous vivants encore, hein, les cobayes. Donc, et puis, on mesurait effectivement des différences d'impédance. Alors, l'impédance, ça veut dire quoi? Alors, petit cours d'électrophysiologie, puisque je suis, entre autres, électrophysiologiste, euh, c'est qu'on a dans le corps des courants électriques qui circulent. Ça, jusque-là, vous le savez par le fait qu'il y a des neurones, des choses comme ça. Mais ces courants électriques ne se dissipent pas dans le corps de la manière équivalente selon la matière qu'ils traversent. Je m'explique. C'est comme le son. Je suis en train de vous parler là, on a un micro, c'est bien, vous m'entendez à peu près bien normalement. Mais un son, si je passe la porte à côté, donc si je passe le bureau d'à côté, vous allez beaucoup moins bien m'entendre. Ça veut dire qu'entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, eh bien, il y a une distance qui se crée avec des obstacles au milieu, et il y a un mur, et ce mur fait que le son va mal passer. Eh bien, dans le corps, c'est pareil. Si j'envoie un courant électrique dans le corps, disons dans la main, et que j'ai une électrode réceptive au niveau du pied, donc une électrode qui va capter le courant électrique à l'arrivée, il n'empêche que le courant électrique a traversé différents types de matières. Il va traverser quoi? Ben, l'eau, déjà, l'eau, ça va traverser les muscles, le gras, qui évidemment va nous intéresser, ça va traverser les os, et ça va traverser en fait toutes les cellules. Et les chercheurs de l'époque, il y a 20 ans en arrière, on ne savait pas trop comment faire, on envoyait un courant et on mesurait la réception. Donc c'était une monofréquence. C'était pas terrible, terrible, mais ça avait au moins l'intérêt de nous donner un outil qui nous reflétait, un miroir qui nous reflétait une forme de composition. Alors autant vous dire que les monofréquences, on les a abandonnées depuis quelques années, et heureusement, parce que en fait, on mesurait la quantité d'eau, et à partir de là, on déterminait des statistiques moyennes sur le reste. Donc c'était complètement bidon, ça ne marchait pas bien. Pourquoi? Ben parce que déjà l'eau, elle est très variable selon l'individu, elle est très variable selon l'heure de la journée, elle est très variable selon les cycles hormonaux. Enfin, c'est un peu le bazar. Et c'est du coup ces monofréquences-là, ben, on les a un peu jetées à la poubelle, c'était normal, ça ne fonctionne pas très bien. Somme toute, ça existe encore, je vous le dis, donc attention à ça. Et arrive ensuite, deuxième génération, les bifréquences, où on a au minimum deux fréquences différentes de courant électrique qui nous permettent de mesurer l'eau et un autre composant, par exemple le gras ou les muscles, et on en déduit des choses. Bon, c'était mieux, c'était déjà pas si mal. Là, on avait des appareils, c'est assez rigolo, c'est des gros appareils, et on collait des électrodes sur la main, on collait des électrodes sur le pied, on raccordait les câbles, on envoyait le courant qui est totalement, pour celles qui l'utilisent, on sentait, enfin on sent rien, hein, évidemment pas. Et puis on avait deux mesures, et pareil que les monofréquences, on mesurait ces deux paramètres et on déduisait les autres par calcul, par statistique. C'était mieux, mais peut mieux faire. Alors ces balances-là, enfin ces mesures-là existent toujours, parce qu'aujourd'hui, si vous achetez une balance, vous savez, dans le commerce, vous pouvez acheter une balance et vous mettre dessus,
Mettez les deux pieds dessus. Alors moi, ça me fait toujours rire ces trucs-là. S'il vous plaît, sur Facebook, il circule beaucoup de gadgets de ce type-là. Parce que n'oubliez pas un paramètre important. C'est que si je mets mes deux pieds sur une balance, le courant électrique qui passe dans une jambe, qui va monter dans le bassin et qui va redescendre dans l'autre jambe, le courant n'aura mesuré que le bas du corps. On est d'accord. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une personne qui est androïde, donc un homme ou une femme massive du haut du corps, eh bien, vous allez mesurer ses jambes, et dans ses jambes, son taux de masse grasse, il va être tip-top, c'est génial. Donc, on a monsieur avec un gros ventre bien rond, bien gras, bien tout ça, joufflu, tout ça, qui monte sur la balance, et lui, il va regarder sa femme en disant, bah, t'as vu, hein, c'est pas mal hein, ce que j'ai, je suis plutôt bien foutu. Voilà, sauf que, bon, ça de ventre, en général, c'est que c'est pas... Enfin, c'est un peu catastrophe. Alors que madame, ben, elle dit, ben, pousse-toi de là, moi je monte sur ma balance aussi, et madame, vous êtes encore un petit peu gynoïde pour certaines, et là, oh catastrophe, vous avez le gras dans les cuisses, et madame bing, avec un peu de cellulite dans les jambes, vous allez avoir un taux de masse grasse qui est au plafond, et monsieur se fout de vous, et vous êtes dépressive. Eh ben, c'est à cause de votre mesure que c'est comme ça. C'est absolument pas vrai, ça marche pas du tout comme ça. Donc moi, ces mesures à 2 balles vendues dans le marché, soi-disant des super machines super performantes, vous me prenez ces trucs-là, vous me les jetez. De toute façon, ça ne vous donnera aucune information. Après, c'est pire que ça. Allez, creusons un petit peu sur les bugs du système. Souriez, il y a Sylvie qui nous prend en photo pour son Facebook. Voilà, Myriam, elle prend la pause, Myriam. Et puis, voilà, il y a pire que les monos, les bifréquences ou les balances comme ça, parce qu'à la limite, si votre cliente à vous, elle a acheté une balance et elle pèse là-dessus, au moins, elle est sensible, on va dire, à un taux de masse grasse, qui est déjà pas mal. Ah oui, Myriam, il y a le cabaret qui vous manque. Oui, bah nous aussi, si vous voulez. Mais bon, voilà. Par contre, ne me demandez pas de danser devant vous, ce sera catastrophique. Donc, on va rester sur le sujet de la bioimpédance, si vous voulez bien. Il vaut mieux aujourd'hui. Alors, autre chose, donc je vous disais, c'est qu'il y a pire. C'est que dans le monde des matériels professionnels, vous allez rencontrer des technologies qui vont vous enquiquiner sérieusement. Et j'ai régulièrement, et je ne citerai pas de marque, hein, mais j'ai régulièrement des gens en formation à Paris dans le domaine de la minceur et qui me disent « Ah, mais moi j'ai une bioimpédancemétrie, c'est génial, je mesure ci, je mesure ça, mais je ne comprends pas, Pascal. » Et elle m'amène des tickets, elle m'amène des feuilles, des impressions de résultats. Et on me dit bah, « Regardez, cette dame, elle a ça, et puis j'ai fait une deuxième mesure, je ne sais pas moi, un mois après, et elle a tel résultat, je ne comprends pas, c'est tellement différent. » Bah oui, c'est tellement différent d'un individu à l'autre, ça c'est déjà à peu près normal, mais c'est très différent parce qu'il y a des machines qui vous trompent. Alors pourquoi elles vous trompent? Je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous partager un écran blanc. Hop, voilà. Alexandra, est-ce que tu peux, si ça ne te dérange pas, me valider le fait qu'on voit bien mon écran blanc? Oui, on le voit. Ouais, c'est tout bon. Voilà, j'ai failli le perdre, moi, par contre. Zut. Ben, j'ai perdu, moi, mon écran blanc. Voilà. Alors, je vais vous faire un dessin. Je vais l'agrandir parce que sinon il va disparaître à chaque fois. Voilà, je vais vous faire un petit dessin qui va vous résumer les choses. Quand vous avez de la masse grasse Mg, cette masse grasse, elle est constituée de quoi? Alors, allez vos claviers, on va commencer à raisonner sur déjà ce qu'une bioimpédancemétrie mesure. Elle mesure entre autres la masse grasse. Mais dans le gras, il y a quoi d'autre? Si je vous pose la question, si vous regardez du gras, il y a quoi d'autre en plus? Exactement, Sylvie, il y a de l'eau. Donc, la masse grasse, c'est du gras. La masse grasse, c'est du gras plus de l'eau. Même topo, je vous pose la même question concernant la masse musculaire. Dans la masse musculaire, on a des protéines. Ça, c'est la fibre musculaire. Mais il y a autre chose qui traîne dans la masse protéine. Si vous avez du mal à trouver, allez à vos claviers. Si vous avez du mal à trouver, regardez votre beefsteak. Exactement, Sylvie, vous dégainez plus vite que les autres. Il y a du gras, évidemment. C'est ce qu'on appelle la viande persillée. D'accord?
Alors, je vous conseille de ne pas essayer de goûter vos clientes. Pour l'instant, c'est un peu interdit. Mais je vous assure que dans le muscle, il y a du gras et de la fibre protéique. Et dans le gras, il y a du gras et de l'eau. Eh bien, la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des bioimpédance-métrie, quand elles mesurent du gras, elles ne savent pas faire la différence entre le gras et l'eau. C'est-à-dire que quand elles mesurent le gras, eh bien, l'eau qui est contenue dans le gras, il fait partie intégrante du gras. C'est considéré comme du gras. Et là, il y a un vrai problème, parce que ça a servi à beaucoup de fabricants de technologies à vous tromper royalement, parce qu'ils vous disaient, Madame, je vais vous vendre une technologie qui, par exemple, chauffe. Donc, quelles sont les technologies qui chauffent? Allez, à vos claviers, qu'est-ce qui chauffe? Qu'est-ce qui a été vendu un peu dans ce système-là pour chauffer ouais, la radiofréquence, mais elle n'est pas vendue dans ce cadre-là. Ah ouais, c'est pas. Ouais, Sylvie, ouais, vous avez plutôt raison. C'était les dômes qui étaient beaucoup vendus à une époque où les enveloppements ou les couvertures chauffantes, elles ont été vendues en faisant, ou les hammams, les saunas, des choses comme ça. Vous dites, bah, allez vous faire ça. Et vous allez voir, on vous vend une bioimpédance-métrie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je me mets dans un sauna pendant une demi-heure, ce qu'il ne faut pas faire. Et je ressors de là et on a mesuré le taux de masse grasse et le taux de masse grasse, il diminue. Ben, c'est bizarre parce que sincèrement, si vous sortez d'un hammam et que quelqu'un a perdu du gras dans le hammam, eh ben, il va falloir passer la raclette derrière et la javel parce qu'il va falloir enlever tout le gras au sol. Sauf que vous n'avez certainement jamais fait ça parce que ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, la personne, elle a perdu de l'eau. Et en perdant de l'eau, en fait, ça va influencer la mesure de masse grasse. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication, mais lorsqu'une bioimpédance-métrie n'est pas capable de séparer les compartiments, eh bien, elle va se tromper, elle va vous tromper. Et c'est ce qui se passait il y a une époque, il y a encore quelques années en arrière. On faisait deux mesures sur la même personne. La personne se mettait dans un régime idiot de restriction alimentaire, de régime hypocalorique. Les gens perdaient de l'eau, et quand ils venaient chez vous, ils se gargarisaient d'avoir perdu du gras. Eh bien, pas du tout. On avait perdu de l'eau et pas du gras. Et ce qui n'est pas bon du tout pour la santé, et encore moins pour les résultats à long terme, puisque ça ne tiendra pas. Donc, quand on fait une mesure de bioimpédance-métrie, pour celles qui travaillent avec la mienne, vous le savez, il faut absolument que les compartiments soient bien séparés. Le gras est mesuré d'un côté, l'eau est mesurée de l'autre, et on sépare les deux compartiments, et quand il y en a un qui varie, ça n'influence pas le chiffre de l'autre. Okay, ça, c'est une chose. Et idem sur la masse musculaire, on a un problème parce que beaucoup de bioimpédance-métrie, lorsqu'une personne fait un plan alimentaire, lorsqu'elle perd des kilos de masse grasse, elle perd du gras. Ben ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la très bonne chose et c'est très bien comme ça. Sauf que la plupart des bioimpédance-métrie vont vous montrer un chiffre, un résultat de masse musculaire qui va diminuer. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Quand la masse musculaire diminue, c'est pas forcément qu'on a perdu de la protéine, c'est pas vrai, c'est peut-être qu'on a perdu le gras qui est dans la protéine. Et du coup, la masse musculaire diminue. Donc, encore une fois, il faut veiller à ce que vos mesures de bioimpédance-métrie séparent bien les compartiments et que vous ne vous retrouviez pas à mesurer quelque chose qui n'est pas juste. Alors, pourquoi c'est enquiquinant d'avoir ça? Eh bien, c'est parce que vous ne pourrez pas faire un avant-après chez certaines personnes en étant certain que ces gens-là ont bien perdu du gras par rapport à l'eau et pas l'eau par rapport au gras. Donc ça, c'était une chose qu'il fallait que je précise. Alors, il y a une autre blague. Je dézingue un petit peu la concurrence, je suis désolé, mais c'est des tests que vous pouvez faire de vous-même si vous en avez une. Il y a une autre blague assez rigolote, c'est qu'il y a des machines, vous mettez si vous êtes sportif, voilà, ou non sportif. Alors, c'est un, hop, j'écris comme ça. Alors, c'est un petit bouton, hein, on clique dessus, voilà, je suis sportif, je clique sur mon bouton sportif, et puis je fais ma mesure. Et là, vous avez un taux de masse grasse. Alors, je vais dire n'importe quoi, masse grasse, je vais dire vraiment n'importe quoi, j'ai 8 kilos. Ok, voilà, j'ai 8 kilos de gras dans le corps, très bien, parfait. Je descends de la balance, je refais une mesure. Et là, cette fois-ci, hop, hop, je clique non sportif. Et là, oh misère, oh malheur, qu'est-ce que je vois? J'ai 9,5 kg de masse grasse. Alors je suis techniquement la même personne. Je suis constitué de la même matière.
Et alors, pourquoi on retrouve un différentiel de masse grasse entre le sportif et le non-sportif? Eh bien, c'est parce que ce type de bioimpédance-métrie-là ne font pas des mesures, font des interprétations. C'est de la statistique. Et donc, ça veut dire qu'ils ne mesurent pas la masse grasse ou ils ne mesurent pas la masse musculaire ou l'eau. C'est qu'ils en mesurent que un ou deux paramètres et ils déduisent les autres de ça. Et leur module de calcul, il est faux au point de se tromper à ce niveau-là. Évidemment, pas possible du tout. On ne peut pas être différent, qu'on soit sportif ou non sportif, puisque je mesure ma composition corporelle. Après, entre le sportif et le non-sportif, ce qui est admissible, c'est qu'il y en a un qui a des métabolismes basals en kilocalories qui n'est pas le même que l'autre. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est normal. Là, il y a une différence. Le métabolisme basal est différent. Mais certainement pas au niveau de la masse grasse. Donc voilà, il fallait que je remette, ce que je dis toujours, l'église au milieu du village, il fallait qu'on remette un petit peu les choses au clair. Et ce que je vous propose maintenant, pour toutes celles qui ne connaissent pas la bien. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai coupé le micro. Je vais vous montrer. Je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. Hop. Voilà. Est-ce que, Alexandra, on est arrivé sur mon tableau de bord? Ouais, on le voit. Je vais juste récupérer le dossier que j'avais ouvert qui s'est refermé. Allez comprendre pourquoi. Comment elle s'appelle? Je vais prendre un dossier qui est une vraie dame, mais évidemment, on a modifié le nom de la personne pour pas que ça nous dérange dans l'interprétation. On va attendre quelques secondes. Voilà. Alors, pour toutes celles qui ne connaissent pas les bioimpédance-métrie, déjà à quoi ça ressemble? Alors, moi, j'utilise celle-là. C'est un, vous voyez, c'est un petit dispositif. Pourquoi je l'utilise? C'est parce qu'il y a un CE médical, et qui dit CE médical dit on a la preuve et la démonstration scientifique que les mesures sont justes. Déjà, rien que pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, ce qui me plaît encore plus dans ce modèle-là, que je distribue évidemment, sinon je ne parlerai pas de celui-là, mais ce qui me plaît plus, c'est qu'il est conjointement lié à un logiciel de nutrition que je vais vous montrer tout à l'heure. Et les deux ensemble, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça fait 15 ans que je travaille avec ce fabricant français, je précise, et du coup, on a fait évoluer ensemble les logiciels pour en arriver à un logiciel qui est actuellement celui que vous avez devant les yeux, qui devient de plus en plus précis au niveau des mesures. Alors, dans l'esthétique, on ne va pas forcément s'intéresser à tous les chiffres. Vous allez voir, il y a des choses pas forcément très intéressantes, mais commençons par le début. Toutes celles qui me connaissent et qui connaissent par cœur la formation, j'en suis navré, mais il faut que je recommence par rapport aux bases et aux fondamentaux. Mais ce qui va nous intéresser dans l'analyse de bioimpédance-métrie, c'est évidemment le taux de masse grasse. Alors, la masse grasse, vous voyez ici, cette jeune femme, elle présente une masse grasse un peu en excès, puisqu'elle a plus 5,94 kg de masse grasse par rapport à la norme. Alors, c'est exprimé, on peut l'exprimer en pourcentage, en kilos et tout ça. Là, je trouvais intéressant de l'exprimer en modélisation, c'est-à-dire que par rapport à la norme, elle est au-dessus de 6 kg. C'est ce qui a fait qu'elle est venue consulter un spécialiste de la minceur, quelqu'un de la minceur, en disant, ben voilà, moi j'ai pris 6 kg, je veux savoir pourquoi. Alors, l'idée de la bioimpédance-métrie, quand on a ça, c'est d'essayer de comprendre avec la personne quelle est l'origine de la masse grasse. De faire une mesure pour faire une mesure, à la limite, vous prendriez que le taux de masse grasse, ça suffirait. Mais une bonne bioimpédance-métrie précise va vous aider dans votre diagnostic à comprendre où se cachent les pièges de la minceur. Les pièges de la minceur, on va les voir après, ça va me permettre de poser un diagnostic sur l'origine du problème. C'est très important ça. Vous savez que celles qui me connaissent, que moi je travaille en physiosystémie, c'est-à-dire que j'enseigne ça à l'académie, c'est qu'on enseigne la capacité aux gens, enfin à vous, aux professionnels, de mieux comprendre, de mieux appréhender la physiologie pour comprendre pourquoi ça va bloquer. Et aussi, surtout, comprendre l'origine du problème. Et quand on connaît l'origine du problème, automatiquement, ça va vous amener à une prescription de soins beaucoup plus logique et beaucoup plus précise. Et évidemment, derrière, quand on est plus précis, on a de meilleurs résultats. Alors, voyons ensemble si on peut, à partir de là, expliquer pourquoi cette jeune femme
elle a 6 kg à perdre. La première des choses à faire qui ne fait pas partie de la bioimpédancemétrie, c'est que nous, on travaille avec un questionnaire, on travaille avec des questions, et on va essayer déjà de comprendre, évidemment, le terrain. Le terrain, c'est quoi? Eh bien, c'est des questions simples. Ça se rapporte à son anxiété, à ses troubles du sommeil, à son problème digestif, à son problème circulatoire. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? Voilà, on va essayer de comprendre dans sa vie, son environnement, et derrière chaque question, évidemment, il y a une bonne raison de poser la question, sinon je ne la poserai pas. D'essayer de comprendre si derrière un problème digestif, qu'est-ce que ça impacte sur mes résultats, un problème de sommeil, qu'est-ce que ça impacte, un problème, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous faire ce cours-là. Il a déjà été fait d'ailleurs plusieurs fois. Si vous voulez, hein, on pourra le refaire ensemble, ou alors venez en formation à Paris. Le 3, 4, 5 mai, je suis à Paris aux Nouvelles Esthétiques pour faire des formations, dont une journée dédiée à la minceur, et donc au questionnaire minceur, et l'autre journée destinée à la nutrition. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'outil de bioimpédancemétrie spécifique. Et donc, une fois que j'ai fait mon questionnaire, on va estimer que cette personne-là, eh bien, elle n'a rien de spécial à signaler, ce qui serait déjà assez extraordinaire. Mais on va regarder au niveau physiologie si on peut expliquer son plus 6 kg. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le chiffre à côté. Le chiffre à côté, c'est la masse musculaire, toujours exprimée par rapport à la norme. Et là, on voit quoi? Plus 1,42 kg de muscle par rapport à la norme. Donc, on a une personne qui se présente à nous avec une bonne masse musculaire. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Alexandra, je ne sais pas si les chiffres sont visibles à l'écran. Oui, ça va? Ok, donc je continue et vous dire, bah oui, mais c'est très bien. Donc, on a une personne qui a une masse musculaire correcte. Et quand on est formé sur la bioimpédance, on comprend mieux ce que ça veut dire. Elle a donc un métabolisme intéressant. Donc, la masse musculaire qui est chargée de brûler de l'énergie. Chez elle, elle est à bon niveau. Donc, on a un problème. On a un problème parce qu'on a une chaudière, je répète, la chaudière, c'est la masse musculaire, qui est bien équipée, et malgré cela, elle a fait des réserves énergétiques. Donc, elle a creusé, mais elle a stocké du gras, malgré sa chaudière. Quelle est, d'après vous, une des raisons qui pourrait amener une personne à avoir une bonne masse musculaire, un bon métabolisme, et malgré tout, stocker du gras quand même, qui ne sera pas brûlé? Alors, d'après vous, c'est quoi les causes? Alors, on va aider les personnes qui ne connaissent pas. Alors, Sylvie, le manque d'eau, on verra ça tout à l'heure. Ouais. L'activité physique, eh bien oui. Pas assez de muscles, oui, mais non, on en a assez là, Audrey, justement. L'eau, alors tout le monde me balance l'eau parce que ça, c'est ceux qui savent déjà. Mais non, attendez, l'eau est à ta côté pour l'instant. Le sommeil, pourquoi pas? Ah, ouais, quand même. Une bonne masse musculaire. Ah, bon, il y a quand même des cours qui manquent. Hein. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Une bonne masse musculaire, exactement, voilà Sylvie, c'est ça. Les mauvaises fibres, c'est qu'en fait, les muscles sont composés de 3 types de fibres différents. Les rouges qui consomment du gras, les fibres intermédiaires qui consomment du sucre et du gras, et les fibres blanches, les fibres rapides qui prennent du volume, qui consomment que des sucres. Eh bien, génétiquement parlant, on peut être bâti avec beaucoup de muscles. Vous l'avez bien vu dans la rue, il y a des gens minces et des gens épais. Il y a des gens qui sont costauds et d'autres qui sont fins et fines. Et non, des gens, donc fins. Et donc, dans ces cas-là, on a la génétique qui parle. Cette dame-là, elle est peut-être androïde. Une androïde, c'est quelqu'un qui, de toute façon, de par sa stature, son gabarit, porte plus de muscles que quelqu'un d'autre. Sauf que la question qu'il faudra se poser, quel type de fibres musculaires on a là sous les yeux? Est-ce que c'est des fibres qui vont brûler du gras ou est-ce que c'est des fibres qui vont brûler du sucre? Dans notre exemple précis, c'est une jeune femme, parce que j'ai enfin pu voir après des années quel type de gabarit elle est. C'est une jeune femme qui est androïde, donc elle est très équipée en muscles fibres blanches qui consomment que des sucres. Et donc, on a une chaudière qui est, entre guillemets, inutile si elle ne l'active pas suffisamment bien. D'accord? Et donc là, on a un piège. On a un paradoxe qui s'est créé. Et évidemment, dans ces cas-là, la première des prescriptions qu'on va devoir faire, c'est de travailler cette masse musculaire
attention, les personnes qui me suivent aujourd'hui, qui ne sont pas équipées et pas formées à ce que je dis là, ça peut vous paraître complexe, mais à force de m'écouter, vous allez comprendre au fur et à mesure ou de venir dans mes formations, la masse musculaire, c'est quelque chose de spécifique. Ce n'est pas parce qu'on a des chiffres qui sont bons que ça sert à quelque chose dans la perte de masse grasse. Une masse musculaire en plus ne veut pas dire que ça brûle assez de gras, et je vais vous montrer que ça se voit ici, dans les dépenses énergétiques. Dans les dépenses énergétiques, on a quelqu'un qui a quand même en valeur calculée la capacité de combustion de 2586 kilocalories par jour, c'est pas rien, c'est pas mal, c'est quelqu'un qui brûle ça sur 24 heures, tous les jours. Dans son activité, tout ça, elle brûle ça. Mais malheureusement, elle a beau brûler beaucoup de calories dans sa façon de vivre, sa réserve de calories qui est ici, eh bien, elle est excessive par rapport à sa capacité de combustion. Alors, je m'explique. C'est comme si vous aviez, comment dire, comme si vous aviez un réservoir de fuel de 10 000 litres et que vous vouliez le brûler avec un briquet. Ça prendrait du temps. D'accord ? Et ça, du coup, c'est ce qui fait que chaque fois qu'elle va s'alimenter, la personne va réalimenter son organisme de calories. Forcément, je mange, donc je rentre des calories. Je vais brûler les calories de ce que je mange. OK, ça c'est bon. Mais à aucun moment, j'ai la capacité d'aller chercher les stocks. Parce que quand mon corps aura brûlé le repas de midi, eh bien qu'à 19h, je me rassois à table pour manger, il n'a pas fini de brûler le repas de midi. Ça, c'est le cas des déficits de masse musculaire, c'est le cas aussi des personnes qui ont que des fibres blanches, qui finalement donnent des gros chiffres de masse musculaire, mais qui n'ont pas la capacité à brûler du gras. Donc, on est un peu piégé avec ces cas-là, puisque forcément, et là, je vous pose la question à celles qui travaillent avec moi, qu'est-ce qu'on fait obligatoirement lorsqu'on a ce paradoxe qui naît, c'est-à-dire une bonne masse musculaire malgré tout, des dépenses énergétiques qui ne sont pas suffisantes? Voilà, Laetitia, vous avez répondu. Eh bien, il va falloir corriger le plan nutritionnel de ces gens-là obligatoirement. Et pas les mettre en hypocalorie non plus, mais d'un autre côté, contrôler tout de même les apports, parce que si elle se charge à chaque repas de calories, même si c'est des bonnes calories, si ce sont des très bonnes calories, ce n'est pas un problème, mais il n'empêche qu'elle ne pourra pas, avec son équipement musculaire, aller brûler ses réserves. Donc, il y a deux choses à faire, parce que vous m'avez oublié un truc, vous m'avez parlé de la nutrition, ça c'est nickel, ça c'est ce qu'il faut faire. Donc, tout à l'heure, on fera un plan nutritionnel à cette personne, on le fait virtuellement, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais on va évidemment, je vais lui proposer cette option de travail nutritionnel, mais Sylvie, vous avez raison, il va falloir en parallèle augmenter les dépenses énergétiques dans le bon sens. Donc de travailler la bonne activité physique qui sera l'endurance, parce qu'il va falloir mobiliser les fibres rouges, celles qui brûlent des lipides, pour pouvoir compenser la dépense énergétique qui n'est pas suffisante. Donc ça, vous voyez, on peut déjà aller, je m'en excuse d'avance pour celles qui n'ont pas été formées sur la technologie, mais lorsqu'on est formé sur un outil comme ça, on peut aller extrêmement loin dans le protocole et expliquer aux gens pourquoi on leur dit de faire ça et comment on va le faire. Maintenant, on va basculer sur le troisième chiffre, la valeur hydrique. La valeur hydrique, c'est quoi? C'est la quantité d'eau globale dans le corps et c'est très important de le mesurer. Pourquoi? Je vous rappelle que si vous avez suivi mes cours, que techniquement, l'eau, on est composé de 72,5% d'eau. Alors, je traduis en suisse et en belge, donc c'est 72,5% d'eau. Et que s'il nous en manque de l'eau dans le corps, on va avoir plein de répercussions. Plein. Prenez n'importe quel organe du corps humain, déshydratez-le et regardez les conséquences. Vous prenez le foie, si vous lui enlevez de l'eau, il fabrique moins de bile, donc la digestion n'est pas bonne. Il dysfonctionne dans le sens qu'il sera moins capable de stocker du gras ou de cataboliser le gras, donc il va stocker le gras encore plus. Vous prenez vos vaisseaux sanguins qui vont se cartonner, il va y avoir des phénomènes de dérivés oxydatifs, on va vieillir prématurément. Je ne sais pas, je vous prends votre côlon, vous le déshydratez, il va être plutôt constipé. Donc on a un trouble digestif aussi. Bref, et ainsi de suite, vos articulations vont s'inflammer et ainsi de suite. Et notre cellulite, elle va fibroser.
Si j'enlève de l'eau dans le coussin adipeux, eh bien, ce coussin adipeux il va se transformer en cellulite fibrosée. C'est assez dommage. Donc, très cloisonné, très difficile à aller chercher. Il n'y aura que les ultrasons basse fréquence qui vont pouvoir corriger ça. Mais en dehors de ça, on aura surtout un problème, c'est que si on déshydrate le système lymphatique, je vous renvoie à mon premier cours de la semaine, je déshydrate mon système lymphatique, je me retrouve à avoir des tuyaux qui sont censés emmener les déchets, les toxines plus loin et les acides gras, et on se retrouve à avoir des tuyaux bouchés, enfin peut-être pas bouchés, mais en tout cas inopérationnels, parce que l'eau ne circule pas dedans, donc il n'élimine pas les déchets. Badabing, qu'est-ce qui se passe chez notre cliente? On a moins 1,55 litres d'eau dans le corps. À mes yeux, à moi, c'est déjà catastrophique. Okay, je ne peux pas tolérer qu'il y ait un déficit d'eau. Alors, on peut avoir des variations à plus ou moins 1 litre par rapport à la norme. Ça, je suis à peu près d'accord. De toute façon, dans la journée, on varie beaucoup. Mais moins 1,55, non. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord, donc il va falloir le corriger. Et pour corriger ça, il faut mettre des subterfuges en place. Déjà, comprendre l'origine du déficit en eau. Alors, je le rappelle brièvement pour les gens qui ont la technique. La première cause du manque d'eau, c'est l'absence de boisson. Les gens ne boivent pas assez, ça c'est assez logique. Mais ça ne s'arrête pas à ça. La deuxième cause, souvent, c'est l'utilisation à mauvais escient. Je l'ai déjà dit au début de semaine, c'est à mauvais escient des diurétiques. Mesdames, le thermos de thé toute la journée, quand on le siffle, c'est pas bon. C'est pas bon. Le thé vert, notamment, est un diurétique. Donc, si c'est pour enlever de l'eau qu'on n'a déjà pas en assez, c'est pas bon. Les draineurs minceurs qu'on vous vend à la pharmacie pour contre la cellulite, que peut-être vous-même vous prescrivez de par vos marques, on vous a dit il faut donner des draineurs minceurs pour enlever de la cellulite, ce n'est pas vrai. Là, on a un vrai problème de diagnostic. Quand on donne un diurétique à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'on appauvrisse sa capacité d'élimination des déchets, des toxines, et on va faire que augmenter le risque de cellulite derrière, et notamment la fibrosée. Donc, les diurétiques à proscrire, ça, on élimine, on jette ça à la poubelle, et on passe à autre chose. Et la troisième cause de déshydratation, vous le savez maintenant, c'est le cortisol. Le cortisol est une hormone qu'on sécrète quand on est anxieux, et quand on est anxieux, on active la fonction cortisolémique, donc on fabrique du cortisol, et quand le cortisol est fabriqué, ça active la fonction rénale, c'est-à-dire que nos reins se mettent en hyperactivité, et vous faites pipi un peu beaucoup toute la journée. Et du coup, quand vous buvez 1 litre d'eau en période de stress, vous allez vidanger 1 litre 2 ou 1 litre 3 ou 1 litre 4 d'urine. Résultat des courses, vous êtes déshydraté toute la journée. Et ça, vous le voyez quand vous passez des examens. Peut-être toutes celles qui vont passer l'examen de fin d'année de l'académie, voilà, un peu d'anxiété quand même, sinon ce ne serait pas drôle. Eh bien, il va falloir calmer l'anxiété de ces gens-là, parce qu'on le sait quand on passe un examen, que avant l'examen, on court aux toilettes 10 fois pour faire 3 gouttes. C'est typiquement l'influence du cortisol sur l'organisme qui active la fonction rénale, qui nous fait éliminer. Donc, dans une prise en charge, là, dans notre cas précis, j'ai déjà détecté qu'il fallait y avoir 3 actions de traitement. La première, c'est réhydrater la personne. Sinon, mon système lymphatique, il y a peu de chances qu'il refonctionne correctement. En plus, ça va l'aider dans sa santé, donc c'est tant mieux. On va devoir travailler sa masse musculaire, même si elle est bonne. En fait, il va falloir travailler dans de l'endurance pour travailler les fibres rouges. Et puis, il va falloir lui faire comprendre qu'il faudra peut-être faire un petit peu attention sur le plan nutritionnel, parce que c'est pas bof, ça n'ira pas vraiment très bien si elle continue dans son rythme actuel. Voilà déjà une première approche, on va dire, globale du diagnostic. Maintenant, une bioimpédance-métrie, ça sait faire beaucoup d'autres choses. On a des choses intéressantes et d'autres un peu moins. Et je voulais vous parler, vous voyez ici mon curseur qui vous montre l'IMC. Alors, question, à quoi sert l'IMC? Allez, à vos claviers. La réponse est assez facile. À quoi sert l'IMC, d'après vous? À rien. Exactement, Sylvie. C'est pour ça que j'ai dit que la réponse est assez facile. Merci Myriam, c'est exactement ça. Dans notre métier à nous, il sert strictement à rien. Et si on vous vend des méthodes schmilblick utilisant l'IMC, c'est des conneries monstrueuses. Je vous explique pourquoi je dis ça. En réalité, il a été développé il y a déjà longtemps, l'IMC, mais
sur le plan médical, il peut servir à savoir si vous êtes pris en charge par la Sécu ou pas. Au-dessus d'un certain seuil d'IMC, vous êtes en obésité morbide, vous avez droit à des remboursements en cas d'opération, des choses comme ça. Bon, ça, ok, c'est le plan, on va dire, le plan administratif des choses. Mais sur le plan minceur, le fait, l'IMC, c'est quoi? C'est le poids exprimé en kilos divisé par votre taille au carré en mètres. Donc, c'est le poids X kilos divisé par 1, quelque chose élevé au carré. Eh bien, si, je ne vais pas vous le montrer là parce que j'ai oublié de sortir l'image, mais si je vous montre, ouais, bah voilà, Alexandra, elle fait la tête, donc Alexandra, rien que pour vous, il va falloir que je retrouve l'image du bonhomme bodybuildé que j'utilise d'habitude. Vous prenez un bodybuilder, en fait, mais si ce gars-là n'est pas très grand, il est très musclé, mais pas très grand, son poids est colossal, il pèse très lourd en muscles, mais comme il n'est pas très grand, ben, le quotient réducteur sera pas terrible. Du coup, eh bien, vous allez avoir un IMC, le pauvre gars, il va être en obésité morbide. Alors qu'en réalité, il faudrait mieux mesurer sa composition corporelle. On verrait qu'il est très lourd de quoi? Ben, il est très lourd de muscles, ce qui jusqu'à présent n'a pas été un défaut sur la santé d'une personne. Alors, Laurence, oui, il peut aider à amplifier la conscience et la manipulation, enfin, de dire à une cliente, oh madame, vous vous rendez compte, à 32 d'IMC, oh mon Dieu, vous allez mourir. Oui, bon, bof, je pense qu'on a d'autres chiffres quand même, d'autres compétences, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser celui-là qui est quand même assez verrouillé comme système. Mais vous savez, le taux de masse grasse exprimé ici, moi, souvent, c'est le premier qu'on regarde. Et quand le chiffre est bien rouge cramoisi, quand les gens ont plus 8 kilos de masse grasse par rapport à la norme, ben, je peux vous dire que ça se voit, ils le savent, et que ça fait une sorte de décharge électrique un peu désagréable. Donc, on va continuer sur d'autres valeurs plus intéressantes. La masse musculaire squelettique ici ne m'intéresse pas tellement parce qu'on calcule uniquement les membres. Là, on est dans le cas du sport, par exemple, ça nous intéresse moins, nous. Les membres, donc les bras, les jambes, c'est intéressant de calculer sa capacité à développer de la puissance musculaire dans les bras et les jambes. Bon, nous, on s'en fiche un peu. Par contre, la masse musculaire squelettique tout court, c'est le chiffre qu'on a ici, c'est le plus 1,42. On le voit ici, il y a des courbes qui se dessinent, il y a bon, dans l'historique, c'est intéressant de le voir évoluer. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu plus, regardez, c'est les deux tuiles, ce que j'appelle des tuiles, c'est ça, hein, c'est en fait des mesures. C'est la masse protéique métabolique et la masse cellulaire active. Alors, sans rentrer dans le cours complet, parce que sinon on en a pour 2 heures, mais pour celles qui ne connaissent pas, ici, vous avez un outil qui permet de mesurer la santé de la personne. Alors, c'est assez fou de raisonner comme ça, mais ça s'explique très bien. Cette technologie-là, avec la précision qu'elle a, elle est capable de calculer le nombre de cellules dans le corps humain en bon état et en bonne forme. C'est dingue de dire ça. Là, on a la masse cellulaire active, c'est les cellules en bon état. Et qu'est-ce que c'est une cellule en bon état? C'est une cellule qui a des protéines, qui contient des protéines normales, hein, elle est constituée d'éléments protéiques, et qui contient de l'eau. Si elle n'a pas d'eau, eh bien, tout se casse la figure à l'intérieur, c'est une cellule qui est en train de mourir. Et si elle ne contient pas de protéines, c'est une cellule qui est déjà morte. Donc, en mesurant la masse cellulaire active et en regardant dans le temps, dans l'historique, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, là, si, ça a marché, donc pour une fois, c'est très cool. Bon, il n'y a pas beaucoup de variations chez notre modèle ici, mais on voit qu'il y a des courbes comme ça, et on voit d'ailleurs quoi, ça diminue un peu, puis ça reprend après. Mais là, le quotient n'est pas très, le différentiel n'est pas énorme, hein, sincèrement. Mais on peut avoir des gens qui, par exemple, quand ils tombent malades, ce chiffre-là va diminuer. Un rhume, une grippe, le Covid, les gens qui tombent malades, eh bien, ces gens-là vont voir la masse cellulaire active diminuer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes malade, je ne sais pas si vous le savez, vous avez des cellules qui vont mourir plus vite que d'autres. Donc, en perdant les cellules actives, on diminue le chiffre. En revenant de nouveau en bonne santé, ça va remonter. Nous, on le voit au niveau des grippes, par exemple. Alors, on va me dire, dans la minceur, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, oui et non. C'est que lorsque vous me contactez parfois en me disant, Pascal, je ne comprends pas, là, j'ai une dame, j'ai fait 3 mesures. Les 3 mesures, ça se passe mal. Elle perdait bien du gras, ça se passait bien au début. Et puis, tout d'un coup, ça stagne. Et tout d'un coup, le gras, il ne bouge plus. Ou elle n'en perd plus. Allez regarder ces chiffres-là. Parce que qu'est-ce qui ne nous dit pas que cette personne, elle est en train de développer, je ne sais pas, un bas bruit, hein, parfois on ne s'en rend même pas compte, vous savez, un petit virus qui passe par là, on est un peu patraque, on est un peu fatigué,
on se sent pas très bien, mais on met ça sur le dos, bah oui, mais je dors mal, et puis bon, l'autre il ronfle à côté, donc il m'empêche de dormir, donc je suis fatigué, c'est toujours la faute des autres de toute façon. Mais voilà, on met ça sur le dos des autres, et puis ça passe inaperçu, sauf qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, votre corps est en train de lutter contre une bactérie, contre un virus, contre je sais pas, une crise inflammatoire chronique, une polyarthrite, des choses comme ça. Il lutte contre quelque chose, et à ce moment-là, vos résultats dans la minceur s'arrêtent. Et c'est pas bon. Et vous paniquez, vous dites, bah, c'est elle qui fait des conneries au niveau nutritionnel. Vous vous remettez en question. En fait, ce chiffre-là vous dira, mais non, paniquez pas. La masse cellulaire active diminue, c'est qu'il y a un petit truc au niveau de la santé qui va un peu moins bien. Et peut-être que c'est le moment d'aller faire une prise de sang, peut-être que c'est le moment aussi de laisser passer un peu de temps aussi, et de remesurer plus tard, de laisser l'organisme récupérer un petit peu. À l'inverse, lorsque vous faites gagner de la masse musculaire, lorsque les gens se développent, perdent de la masse grasse et gagnent de la capacité énergétique, par contre, ce chiffre, il augmente puisqu'on gagne de la protéine. Donc, c'est aussi un signe qui me permet de suivre un peu mes clientes et de me dire, ah tiens, c'est intéressant, ouais, la masse grasse, elle stagne un peu, mais la masse musculaire augmentée, du coup, la masse cellulaire active augmente, ça va dans le bon sens. D'accord. Ou si l'eau augmente dans les cellules, évidemment, ça ira aussi dans le bon sens. Donc, ce n'est pas complètement idiot d'avoir un œil dessus. Ça nous permet de juger et de jauger un petit peu notre travail. C'est tant mieux si ça se passe bien. Autre chiffre très intéressant. Alors, regardez, tout à l'heure, je vous parlais de l'eau globale. Mais on va aller un peu plus loin, vous allez voir avec cet outil, on va aller regarder l'eau qui y a dans les cellules et l'eau qui est à l'extérieur des cellules. Alors je sais, mesdames qui me connaissez, pour la plupart, que je vous ai déjà fait des cours sur la variation d'eau extra et intracellulaire. Et je sais qu'à la sortie du cours, tout le monde a dit « Ah ouais !» Et quand vous avez revu le cours, vous avez toutes dit « Ah, je ne comprends plus rien ». Voilà. Et je sais, eh ben, c'est très compliqué parce que l'eau dans les cellules est liée à facteurs hormonaux, facteurs minéraux et variation de la qualité de la membrane. Alors, quand on commence à se mélanger les trucs là-dedans, je vous rappelle que les membranes, ce sont des phospholipides, et que qui dit lipides dit oméga 3, qui dit oméga 3 dit nutrition. Donc, c'est facteurs dépendants de la nutrition, facteurs dépendants des hormones et facteurs dépendants de la quantité de minéraux que j'avale. Eh ben, autant vous dire que c'est peine perdue si vous essayez d'aller loin dans cette explication. On va y passer 3 jours et on n'aura tous pas le même consensus d'accord. Donc, faisons simple. Une membrane, c'est ce qui enferme la cellule. Si cette membrane, elle laisse passer l'eau correctement, l'eau, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, vous avez là la capacité de vous rendre compte que la membrane respire, c'est-à-dire qu'elle est capable de lâcher des choses ou de capter des choses. Nous, ce qu'on veut faire dans un adipocyte notamment, c'est de sortir le gras, sortir les acides gras. Donc, si les acides gras sont enfermés dedans et que l'eau, par exemple, ne peut pas en sortir, autant vous dire que vous asseyez sur votre traitement, l'acide gras ne sortira pas. Si l'eau ne sort pas, l'acide gras ne sort pas. Donc, on va surveiller ce paramètre d'eau intra et extra, parce que si l'huile est perturbée, ce qui est le cas dans notre exemple, il est légèrement perturbé, c'est pas encore une catastrophe, mais il commence à tendre, c'est pas top, 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 mais comme il est un peu perturbé, il faut le surveiller. Parce que ça voudrait dire que vous avez un problème de membrane. Et vous, là-dessus, vous vous battez, vous faites tout ce que vous voulez là-dessus en termes de traitement. Vous venez me voir en me disant, Pascal, je ne comprends pas, j'ai fait 12 séances de cavitation, ça ne bouge pas. Mais oui, mais la cavitation ne pourra pas être active si la membrane, elle est totalement bloquée et enfermée et qu'elle retient tout ce qui est à l'intérieur. C'était pour vous dire que là, vous avez un curseur qui vous permet de juger la qualité de la membrane adipocytaire notamment, mais des autres cellules aussi, mais de la membrane adipocytaire, et vous dira si oui ou non, ben, vos traitements seront actifs. Sinon, si c'est complètement perturbé, ce qui est un petit peu le cas là, mais ça va encore, hein, c'est pas trop violent comme problème, mais si on est dans l'orange ou dans le rouge, là non. Là, avant de commencer un traitement technologique, quand on a des gens qui sont en déséquilibre hydrique, intra-extra, ben, on commence en général par réguler cette partie-là. Alors, comment réguler? C'est toujours été ça le problème. C'est que vous me posez toujours 36 milliards de questions là-dessus. Et bien, en fait, c'est un tout. C'est un tout.
c'est les membranes à rectifier avec des oméga 3, c'est des minéraux en très bonne quantité. Alors là, je vous renvoie aux compléments alimentaires, hein, évidemment. Nous, on a le Proméga 3 et le MVMO qui sont les produits qu'on va donner pour corriger ça. Et également, n'oubliez pas, je l'ai dit encore au début de semaine sur l'autre webinaire, vous avez des mécanismes hormonaux qui agissent là-dessus. Et là, on peut pas, des fois, ça prend du temps, on ne peut pas corriger ça en 2 minutes. Quand vous avez des minéralocorticoïdes qui sont perturbés, notamment le cortisol, ça va influencer automatiquement l'aldostérone, pardon, ça va influencer automatiquement votre niveau d'eau intra-extracellulaire. Du coup, parfois, vous êtes un peu embarrassé avec ces mesures-là, et je vous comprends, ça prend du temps. Après, on a, vous voyez, hydratation hors graisse, là, ben c'est l'eau, hein, c'est typiquement l'eau, mais l'eau, c'est l'eau, y compris c'est-à-dire qu'on a enlevé le gras. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la différence gras et eau. Ben voilà, là, c'était juste pour un petit laïus. Le titre est mal tourné, je trouve, dans le titre de la tuile, mais ça vous montre juste qu'on va mesurer l'eau et qu'on mesure l'eau qui est contenue dans le gras aussi, tant qu'à faire. Le contenu minéral osseux dans la minceur n'est pas très, très, très important au départ. Par contre, quand on a fait plusieurs mesures, c'est pas inintéressant de l'observer parfois. Allez, vous allez m'aider là, les pros là. Je suis sûr, Sylvie, vous allez me trouver la réponse. Je vous mets au challenge. Quand on voit le contenu minéral osseux qui diminue, ça peut signifier quoi? L'ostéoporose. C'est Audrey qui a répondu en premier. Mais Audrey, la réponse, c'était une bonne réponse, mais pas au bon moment. Donc je pose la question, quelle est la conséquence d'une déminéralisation? C'est l'ostéoporose, ça c'est pour Audrey. La bonne réponse à ma question, qu'est-ce qui peut provoquer de l'ostéoporose? L'acidose, Sylvie nous l'a dit. Effectivement, lorsque vous voyez le curseur qui diminue et qui rentre dans la zone grise, là, et puis orange et rouge, on a des risques ostéoporotiques, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est en acidose, des risques d'acidose. Et mais c'est pas grave, Audrey, hein, il vaut mieux répondre ostéoporose qu'autre chose. En tout cas, c'est pas les rhumes du cerveau, là, c'est pas à ce niveau-là qu'on va le voir. Mais le contenu minéral osseux me permet de me dire que si jamais ça baisse en cours de prise en charge, vous avez des clientes chez qui le contenu minéral osseux baisse, attention, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau alimentation. Je n'ai pas le temps de vous donner le cours sur l'alimentation à ce moment-là. Bah, tiens, je vous renvoie d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, au 4 mai à Paris, aux Nouvelles Esthétiques. Vous avez même le droit de prendre le train hein, si vous venez en formation, je vous le rappelle. En période de confinement, pour les formations, on a le droit de se déplacer. Eh bien, ce contenu minéral osseux, surveillez-le quand même d'un petit œil comme ça au passage. Moi, ça me sert à savoir si la personne a bien compris ce que l'on appelle l'indice PRAL. Je le dis plus lentement si vous voulez prendre des notes, celles qui ne connaissent pas. PRAL, lisez tout ce que vous pouvez là-dessus. C'est un des piliers essentiels de la bonne santé et de la nutrition et de la perte de poids. Si l'indice PRAL n'est pas respecté, vous allez avoir une répercussion d'acidose sur le corps, un vieillissement prématuré, vous ne pourrez pas perdre de poids dans ces cas-là. Ça va être un blocage assez sérieux. La masse grasse à hydratation constante, bah, c'est en fait le gras, tout bonnement, exprimé en pourcentage et exprimé en kilos, mais ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure en résumé tout en haut. Et puis, vous avez l'eau totale, c'est la somme hydrique de tout le corps. Tout va bien chez cette dame de toute... Ah non, ça va pas bien. Alors, j'ai un petit bug hein, aujourd'hui sur mon logiciel. Il manque des chiffres de ci, de là. Bon, vous voyez pas trop, mais enfin voilà, on a la somme de l'eau globale, mais l'eau globale, on l'avait déjà vu. C'est le chiffre qui est ici, qui est tout en haut. Donc, ce n'est qu'une répétition. On a également le suivi des risques patients. On a d'autres paramètres également. Je ne sais pas si vous avez vu celles qui l'utilisent. Vous avez d'autres indicateurs là qui se cachent là-dedans. Le métabolisme de base, la masse hors graisse, les risques métaboliques, bon, des petites choses comme ça, le risque cardiologique. C'est peut-être moins important. C'est pour ça que je ne les ai pas mis en visuel. Mais on peut jongler, on peut l'en enlever, rajouter des tuiles, c'est intéressant. Et ensuite, on peut tirer ce qu'on appelle un historique. Et voilà, bon, il veut bien marcher, tant mieux. Tout à l'heure, il m'a un peu bugué à ce niveau-là. Et l'historique, je vous le montre ici. Alors, ça, c'est intéressant quand on a des clients qui viennent vous voir. Et moi, j'ai une histoire personnelle que je raconte assez souvent. J'ai pris en charge, c'est malheureusement pas cette dame, mais ça y ressemble. Vraiment, ça y ressemble. On dirait les deux mêmes profils de personnes.
J'ai une dame qui vient, elle est banquière, elle s'assoit devant moi, elle est jeune, et elle me dit, Pascal, ça fait 2 ans que je suis suivi en nutrition par un de vos collègues, pas très loin, à quelques kilomètres d'ici, et je ne perds pas un gramme depuis 2 ans. Donc déjà, bah, vous posez le paquet sur la table en disant, entre guillemets, vous êtes la dernière chance. Et je discute avec elle et elle était vraiment furax. 2 ans, c'est long hein, pour ne pas perdre un gramme. Et elle ne comprenait pas. Et je lui ai fait une mesure de bioimpédancemétrie. Et oh, misère, qu'est-ce que je vois? Elle avait un déficit en eau qui était vraiment important, beaucoup plus que dans l'exemple d'aujourd'hui. Et je lui commence à lui expliquer qu'également sa masse musculaire était vraiment pas au top. Donc je lui explique qu'il fallait peut-être faire un peu plus que de la nutrition, il fallait peut-être aussi réorienter sa façon de faire son sport, sa façon de s'alimenter peut-être différemment, et pas que sous un modèle. Elle était tombée dans le modèle de l'hyperprotéiné hypocalorique, ce qui n'est pas forcément terrible. Et puis, je lui montre chiffre à l'appui qu'il faut changer les choses. Nous la partie, elle est confiante, elle est reboostée, super motivée. Je lui fais son plan nutritionnel et je la vois 15 jours après. Et 15 jours après, elle s'assoit devant moi, elle me fait une moue, je ne vous dis pas lesquelles, les yeux, c'était des billes noires de colère. Elle me dit, ouais, bah, enfin, je vois vraiment pas ce qui marche chez vous. Encore une fois, sous-entendu, je ne sais pas ce que je fous là, parce qu'il y a encore un qui m'a raconté des conneries. Et elle me dit, j'ai perdu que 600 grammes. Bon, écoutez, allons voir ce qui se passe. Donc, je la pèse pour avoir son poids réel. Je lui fais la mesure de bioimpédancemétrie et il faut 1 minute 30 pour le faire. Et qu'est-ce que je lui montre? Eh bien, je lui montre un tableau similaire à ce que vous avez devant les yeux ici. À part qu'elle avait perdu ici, l'exemple précis, là, on a 2,5 kg de perte de poids au global sur la balance. Donc ça, c'est vraiment, en gris, c'est la perte de poids. Le poids, c'est ce qu'on met sur la balance. Mais, et dans mon cas de figure, c'était 600 grammes, et en perdant que 600 grammes, elle faisait la gueule, elle n'était pas contente, mais qu'est-ce que j'ai pu lui démontrer? C'est qu'en réalité, alors je vais prendre l'exemple qui est là parce que ce sera plus facile à comprendre, elle a perdu 2,5 kg là dans mon exemple, mais en réalité, elle a perdu beaucoup plus de gras, elle a perdu 3,14 kg là dans cet exemple-là, mais elle a été compensée par une reprise d'eau, elle a regagné de l'eau. Donc on a bien des paramètres qui se sont corrigés dans l'organisme, et c'est bien ce que je voulais par rapport au départ, puisqu'au départ, elle a un déficit d'eau et elle avait un excès de masse grasse. Et bien, dans le cas que je vous racontais, cette dame très en colère, je lui montre la même chose. Elle a perdu 600 grammes, mais en réalité, elle a perdu 3 kilos de gras et elle a regagné 2, et quelques kilos d'eau, ce qui expliquait le différentiel, le faible différentiel sur la balance. Donc, ça me permet de vous dire aussi que quand une cliente vient à vous et ne juge et ne jure que par la balance qu'elle a dans sa salle de bain, eh bien, il va falloir les rééduquer. Parce que la balance nous donne quoi? Elle nous donne une somme, une addition de ce que ça pèse sur la balance. Oui, mais il y a des choses qui sont intéressantes à avoir dans le corps. Je vous rappelle que les os, ça pèse un peu, que l'eau, c'est super intéressant, que les organes sont faits de matière, de protéines notamment, c'est super intéressant. Tout ça, ça pèse. Donc, quand les gens raisonnent en poids, ben, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que c'est une bêtise. Il vaut mieux peser lourd de muscles que peser lourd de gras. Et quand je vous dis ça, vous me dites, bah oui, 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 ah bah oui, vous avez raison. Bah oui, oui, moi, machin. Ouais, mais ça fait 50, 60, 70 ans qu'on ne pense que par la pesée, alors qu'en réalité, aujourd'hui, les outils plus modernes, comme la bioimpédance, vous apportent quand même beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises. Je le répète, il vaut mieux peser 80 kg de muscle que 80 kg de gras, hein, parce que le gabarit n'est pas le même. Et le rapport entre poids et masse grasse, c'est masse musculaire et masse grasse, c'est 3,2. C'est-à-dire qu'à volume égal, le muscle pèse 3,2 fois plus lourd que le gras. Par contre, il prend 3,2 fois moins de place que le gras à poids égal. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de raisonner en bioimpédancemétrie, donc en composition corporelle, que de raisonner en kilos, qui ne veut strictement rien dire. Je l'ai déjà raconté. Une fois, c'est quand j'étais directeur de la clinique alternative à Genève, donc directeur des soins. Je faisais des consultations et je faisais venir les clientes et elles me parlaient de leur poids, de leur balance, leur poids, leur balance, leur poids, leur balance. Donc le jour où j'en ai eu marre de tout ça, eh bien, j'ai fait quoi? J'ai demandé à mes clientes de me ramener leur balance.
parce que sous prétexte que je voulais les calibrer. Parce qu'évidemment, ma balance montrait toujours plus de kilos que la leur. Hein. Ça, c'est le grand coup classique. Donc, je leur disais, bah, ramenez-les-moi. Mais véridique, hein, ce que je vous raconte là. Et moi, j'étais au R+1, donc j'étais au premier étage. Mon bureau était au premier étage. Et à côté de ma fenêtre, comme une fenêtre que j'ai à côté de moi là, il y avait une cour intérieure de la clinique. Et j'ouvrais la fenêtre. Et qu'est-ce que je faisais? Bah, je prenais la balance et je la jetais dehors. Je la jetais. Et comme ça, j'étais tranquille. Donc, et après, je leur expliquais. Je leur ai dit, maintenant, marre, hein, votre balance, il y en a marre. Quand vous ferez 75 kilos de muscles, on reparlera de votre balance. Pour l'instant, vous faites 75 kilos de gras. Alors, arrêtez de me parler de votre balance parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est votre composition corporelle. Et donc, je vous conseille quand même pas de faire ça parce qu'à l'époque, j'avais on va dire, une certaine notoriété qui pouvait me permettre de faire ce genre de choses sans me prendre un coup de boost derrière. Mais il en est que les balances, ça ne sert à rien, à part que, évidemment, à un moment donné, on va quantifier le poids de la personne pour calibrer sa masse corporelle, mais point barre, quoi, point final. Donc, faites de l'éducation, c'est super intéressant et super important. Je terminerai. Alors, une question de Delphine. Est-ce que quelqu'un qui a une masse osseuse importante peut expliquer un poids plus important? Oui, oui, Delphine, mais en réalité, est-ce que ça a une influence dans le programme minceur? Mais carrément, carrément. Alors ça, c'est une question que j'aime bien. C'est une question assez pointue. Alors pour répondre à Delphine, regardez, je vais aller dans l'analyse et je vais vous montrer un truc. La masse osseuse, elle est là. Le contenu minéralo-osseux, il est là. Et regardez un petit peu le poids d'un squelette. La valeur indicative, alors attention, le squelette pèse plus lourd que ça, puisqu'un squelette, il y a de l'eau dedans, il y a du gras aussi dans la moelle épinière, des choses comme ça. Le corps squelettique, c'est pas sec, un os n'est pas sec. Donc quand on a enlevé tout ça, et tout ça, et qu'il ne reste plus que la poudre, de l'os, oui, ça pèse pas bien lourd. Par contre, quand on a une ossature épaisse, ça c'est la génétique qui parle, quand on est androïde, on a aussi quelque chose d'autre. Tiens, les autres, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se développe en même temps que l'ossature osseuse, la masse osseuse? Quand on a des gros os, on développe autre chose à côté. Les muscles pour porter, Laurence, c'est juste, c'est ça. En fait, on va développer une masse musculaire qui va être adaptée à l'ossature. En fait, c'est peut-être même l'inverse. Je dis ça parce que quand on a des gros muscles et quand on a des enfants qui sont très actifs, qui développent de la musculature, ils vont automatiquement développer l'ossature qui va avec. Et donc, les deux font la paire, si vous voulez. C'est qu'on ne peut pas uniquement raisonner, Delphine, sur la masse osseuse unique. Il faut également raisonner masse osseuse plus les muscles qui sont rattachés dessus. C'est pour ça qu'on a quelque part la masse musculaire squelettique. Parce que du coup, les deux vont se développer en même temps. Ça explique pourquoi certaines personnes sont très lourdes sur la balance, alors que esthétiquement parlant, elles ne sont pas plus grosses que quelqu'un d'autre. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors, Sylvie qui me dit quoi? Je reviens sur l'historique, je trouve super ce résultat en eau positif, alors que généralement, il abaisse avec la perte de masse grasse. Donc, cette dame est à féliciter pour avoir augmenté son état. Oui, alors, juste pour préciser, les anciens modules de calcul, Sylvie, et toutes celles, Sylvie, vous l'avez connu, l'ancien module de calcul, était bien moins précis à ce niveau-là, parce qu'ils étaient buggés par un module de calcul qui calculait que quand on perdait du gras, on perdait aussi de l'eau. Et ça nous faussait les choses. C'est pour ça que j'en parlais en préambule. Attention, l'évolution des calculs et aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Laurence, quel type de muscle, un ou deux? Alors on va préciser, est-ce que c'est des muscles, comme je ne raisonne pas en 1, 1A, 2B et des choses comme ça, donc je raisonne en rouge, intermédiaire et tout ça. En fait, pour porter un squelette, il nous faut effectivement... Alors, il nous faut les blancs, oui, sinon on se casse la figure, mais il nous faut des fibres plus fines. En fait, il nous faut les trois, enfin, il nous faut les deux. Les fibres d'atonicité, les fibres roses et les fibres blanches. Alors, les fibres d'atonicité, on les retrouve, par exemple, c'est les intervertébraux, par exemple. Ça, c'est les fibres d'atonicité. Les abdominaux, c'est des fibres de la tonicité. Mais par contre, pour pouvoir fournir un effort comme les muscles articulaires, comme un biceps, un triceps ou des muscles comme ça, on sera plutôt du type blanc, évidemment, parce que c'est eux qui fournissent l'effort. Voilà. Mais globalement, on a tous de tout. Hein.
Je voulais avancer pour vous montrer, j'espère que ça ne va pas bugger au moment où je fais ça, parce qu'on a des problèmes de connexion à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a quelques enfants qui sont connectés sur les réseaux sociaux actuellement, sur les réseaux tout court. Alors, pour dire à une cliente, ah, ça c'est une bonne question aussi, Laetitia, les ceintures vibrantes. Ben oui, c'est clair. De toute façon, les gens, et j'en ai parlé au début de semaine, les gens qui viennent à vous, et je le dis tout le temps ça, qui viennent à vous en disant ah bonjour, je suis hyper motivé, moi je veux perdre du poids et tout, je m'inscris à la salle, je me suis acheté tel appareil de truc, du bidule, de machin. Ils se trompent tous et ils font tous de la musculation et ils se développent tous en volume et c'est archi faux, ça sert à rien. Donc effectivement, les ceintures vibrantes et autres gadgets de ce type-là sont mettre à la poubelle. Non, ils ne sont pas à mettre à la poubelle. Je dis des bêtises là, attention. Ne répondront pas à la demande de perte de poids. Ça développe la masse musculaire, mais malheureusement, développer des fibres blanches, ça ne répond pas à l'attente qui est la nôtre, qui diminue la masse grasse. Après, ça fait du muscle, hein, donc il faut savoir ce qu'on veut faire avec. Donc, je continue la présentation juste du programme, mais vite fait. Ici, on a un questionnaire alimentaire qui est complètement bidon, je crois, dans cette personne, parce que ça a été... ça n'a même pas été rempli, mais peu importe. Et on va faire une analyse, quand on pousse un petit peu les causes un peu plus loin, on va faire une analyse, vous voyez ici, vitamines, minéraux, autres, comme les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6. On fait, alors là, si je regarde ses résultats, cette pauvre dame, elle consomme que 27% de ses besoins quotidiens, donc elle est l'article de la mort. Mais en fait, on va pouvoir juger et jauger si dans son rythme alimentaire, elle est, on va dire, bien partie ou mal partie. Et là, celles qui utilisent le logiciel peuvent mieux témoigner que moi là-dessus, enfin mieux, ou en tout cas peuvent témoigner autant que moi là-dessus. C'est que lorsqu'on a le cas, c'est les pièges, vous savez, les jeunes femmes qui sont gynoïdes, qui viennent vous voir pour un problème de culotte de cheval, elles viennent vous voir parce qu'elles ont un peu de cellulite au niveau des cuisses, des fessiers, et vous vous dites, ukulélé, ça va être facile, ouais, sans problème. Et puis, vous démarrez des traitements soi-disant sans problème, vous leur faites un palpirolé là-dessus, il ne se passe que dalle, rien du tout. Et là, vous vous mettez à paniquer, vous ne comprenez pas. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de faire cette analyse nutritionnelle chez tout le monde, vraiment tout le monde. Parce que là, vous allez découvrir que ces fameuses gynoïdes, soi-disant faciles à traiter, derrière, elles vous ramènent un tableau nutritionnel qui est catastrophique. Elles ont juste la chance que, comme elles mangent super mal, ça ne se traduit pas en surpoids, parce que ça, c'est leur génétique, mais ça se traduit en inesthétisme. Et après, plus loin, plus tard dans la vie, ça va se traduire en problème de santé. Mais si on arrive à leur démontrer qu'elles vont droit direct dessus sur le diabète, qu'on arrive à leur démontrer qu'elles sont en hypocalorie et qu'au moment de la ménopause, ça va être juste l'enfer sur Terre pour elles, on peut peut-être les prendre en amont d'une problématique plus grave et tout de suite les amener à comprendre que c'est peut-être pas terrible la façon dont elles s'alimentent et que c'est peut-être pas par hasard qu'elles commencent à fabriquer de la cellulite sur les cuisses, sachant qu'un mécanisme cellulitique qui s'installe à long terme va de toute façon donner plus tard des problématiques lymphatiques, véno-lymphatiques, des problèmes de retour veineux, donc des pathologies veineuses assez graves. Et là-dessus, à la ménopause, peut donner effectivement une transformation d'un stade de gynoïde à androïde. Et là, elle rigole plus du tout. Donc, si on vient vous voir pour une petite culotte de cheval, entre guillemets, petite culotte de cheval, c'est peut-être quand même pas mal d'aller regarder derrière s'il n'y a pas une bombe à retardement au niveau nutritionnel et voir la corriger tout de suite. Alors, comment ça se passe? On va tenter le coup sur mon cas ici parce qu'il n'a jamais été généré. Donc, on va faire un nouveau... Ah non, tiens, j'ai peut-être quelque chose qui s'affiche là. Alors, ne regardez pas ce qui est écrit, parce que je pense que, oh, quoi qu'il n'est même pas tellement bidon. Cette DEJ est en dépense énergétique journalière de 2585. Le logiciel nous propose 2170 kilocalories, ce qui est plutôt pas
mal. Mais en fait, le but n'étant pas de construire un plan aujourd'hui, c'était juste de montrer aux gens qui ne connaissent pas que ça existe. Et là, on va pouvoir, à partir de là, reconstruire, vous voyez, en modifiant les aliments, on va pouvoir reconstruire, supprimer, enlever, adapter. Mais ça, c'est une formation, hein, évidemment. On vous formera là-dessus si vous êtes acquéreur de ce genre de logiciel. On utilisera ce support-là pour pouvoir derrière prescrire ou proposer un plan de rééquilibrage. Je parle toujours de rééquilibrage, hein, pas de régime, s'il vous plaît, à la cliente que vous allez ensuite éditer dans un rapport. Et alors attention, Sylvie, hop, voilà, je vais couper les sons. On va éditer un rapport et on va lui donner son rapport. Celles qui connaissent avec moi, travaillent avec moi, connaissent par cœur la procédure. Et avec ça, on a fait le tour. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui nous connaissent pas encore, vous montrer que on a un besoin, si vous voulez, de diagnostic très précis dans la minceur, que plus on va aller dans la physiosystémie, plus on va aller dans l'analyse du comportement de la personne, plus on va aller chercher loin les causes, et meilleure sera notre prescription. C'est l'idée que je développe depuis maintenant 15 ans, hein, avec vous, voire plus, 17, 18, 19 ans même, avec vous, c'est-à-dire c'est l'idée de prendre en charge la personne dans sa globalité. Alors, je peux peut-être arrêter la page là, voilà. L'idée, c'est de vous accompagner, enfin, c'est que vous puissiez accompagner vos clients dans une prise en charge globale et arrêter de faire comment on appelle ça, c'est du systématique, arrêter de faire ouais, on fait tout le temps la même chose sur tout le monde, ça ne marchera pas. C'est pas bon pour votre image de marque et donc ça vaut le coup quand même de développer une compétence complémentaire par rapport à vos soins. Alors, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, Alexandra, puisque tu es encore avec nous, donc merci d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais zappées? Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, on a Delphine, en fait, qui posait qui se disait, mais mince, alors du coup, quand on prend quelqu'un en charge, on commence d'abord par équilibrer, mais on ne perd pas tout de suite, voilà. Donc, je lui réponds que oui, absolument. Et donc, Delphine, un peu déçue, je pense, me dit, c'est un peu l'inverse de ce que l'on nous a appris, je pense. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on vous a appris qu'il faut savoir mettre à la poubelle quand on travaille avec moi. Comme l'IMC, comme ce genre de principe-là. Alors, mais je vais quand même moduler un petit peu, si tu veux bien, Alexandra, mais ça peut être un débat entre nous, avec toutes celles qui travaillent avec moi. Hein, on n'est pas très nombreux, hein, donc si vous ouvrez vos micros pour intervenir, ça ira bien. C'est pour ça d'ailleurs que, pour répondre à Delphine, c'est pour ça qu'il faut savoir bien diagnostiquer au départ et puis en fait, savoir être hyper rapide dans les réponses qu'on apporte. L'eau, ça se corrige, la masse musculaire, ça se corrige aussi, ça avec un peu plus de temps. Mais quand on a un problème de sommeil, il a fallu penser à ça. Bon, enfin, on y a pensé ça avant vous. Enfin, moi, j'y ai pensé puisque j'ai créé ma méthode de travail là-dessus. Donc, on a eu des réponses qui doivent aller vite. Évidemment, on a des gens qui veulent aller vite. Oui, mais là, on va rentrer dans un autre débat. Qui sera en ligne semaine prochaine, n'est-ce pas Alexandra, puisqu'on a un webinaire là-dessus tous les deux, sur la prise en charge. Et la prise en charge, c'est moi ce qui un petit coup de gueule, moi ce qui m'énerve dans votre métier, c'est les vendeurs de chaussettes qui vous disent qu'il faut faire ça en 12 séances. Ça tient à quoi cette connerie de 12 séances? Il y a des gens, il faut 6 mois pour les corriger. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils font des conneries chez eux et ils s'imaginent qu'en 15 jours, c'est réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, pour leur expliquer qu'il faut 6 mois pour corriger le problème, il faut mettre le doigt sur les problèmes. Et les problèmes, ça veut dire déjà être formé, ça c'est clair. Et ensuite, il faut avoir l'outil qui va bien avec. Je vous en ai démontré un là. Pour avoir l'outil qui répond bien au problème, il faut savoir l'analyser, l'outil. Donc effectivement, c'est un savoir-faire. Et derrière, vous allez pouvoir expliquer, Delphine comme les autres. Hein. C'est quand même plus facile d'expliquer à quelqu'un, écoutez, madame, je vais vous faire un plan sur 6 mois, 12 mois, 18 mois.
Nous, dans les centres EO que nous ouvrons, hein, Alexandra est là pour en témoigner, elle travaille comme ça, on vend des forfaits, je ne sais pas si on appelle, des suivis, des abonnements sur 12 mois, sur 18 mois de suivi, parce que quand quelqu'un est dépendante au tabac, à l'alcool, sous antidépresseurs, en préménopause, n'a pas d'eau dans le corps et a un déficit de masse musculaire, ça va être un peu compliqué de corriger tous ces problèmes-là avant l'été, quoi. Donc, il faut que les gens se réveillent un petit peu dans le bon sens, c'est-à-dire vous laissez du temps pour travailler, mais pour ça, il faut que vous puissiez aussi leur prouver votre capacité de travail, hein. Attention, hein, ça ne vient pas comme ça, hein, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais commencez donc par travailler sur les formations. C'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vu passer? Est-ce que je vois qu'il y a des choses qui, hop, 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 voilà, qui circulent? Est-ce qu'il y a des choses, Alexandra, que j'ai zappées? Delphine, n'allez pas vous pendre tout de suite, hein, ça. On a Il y a des choses. Laetitia. On a Laetitia qui demande comment aider une cliente qui se réveille la nuit alors qu'elle prend de la neurolycine. Donc, a priori, elle se réveille vers 4 heures. Et bien, à 4 heures, c'est quel organe à 4 heures? Quel est l'organe qui se réveille à 4 heures du matin? Alors en plus, c'est la mauvaise heure, il y a un basculement en fait, Sylvie. C'est juste l'heure où il y a un basculement sur un autre organe. Moi, je ne pensais pas tellement au rein, tiens. Cette personne, elle se lève pour quoi? Elle se réveille ou elle se réveille pour aller uriner ou elle se réveille tout court? Ça, j'ai besoin de la réponse. Parce que ça peut être les reins, mais ça peut être aussi Je vais prendre le micro du coup. Oui. Elle dit qu'elle se réveille tout court, qu'elle s'endort très bien et qu'elle se réveille toujours vers 4 heures. Elle se réveille, mais elle ne se lève pas, elle reste au lit ou... Elle reste au lit, elle tourne et elle s'endort. Ok, donc ce n'est pas les reins, ce sera là plutôt le système digestif, c'est plutôt le côlon qui va poser problème, qui se réveille. Donc c'est son système digestif qui se réveille et qu'en fait qui active son métabolisme et qui fait que... Alors elle, pour corriger ça, malgré la neurolycine, essayez de voir à quelle heure elle dîne le soir et voir si elle ne dîne pas trop tôt ou trop tard. En fait, parce que le trop tôt, ça peut être aussi enquiquinant, mais elle a plutôt le trop tard. Vers 19h, elle dit. Pardon? Vers 19h. Ah ouais, donc normalement, ça devrait... Essayez de voir, demandez-lui de faire un test de dîner un peu plus tard. Essayez de voir si... Le premier mois, tout allait bien, parce que ça fait 2 mois que je la suis. Le premier mois, tout allait bien. Elle a réussi à perdre tout ça, mais c'est là qu'on atteint le 2e mois et là, ça revient mauvais. Ok, alors si ce n'est pas quelque chose de récurrent, donc je retire ma réponse parce que c'est quelque chose qui est donc non récurrent, qui est nouveau. Je ne sais pas, mesdames, si vous avez remarqué quelque chose, mais ces dernières semaines, on a une population en Europe qui a des gros troubles du sommeil. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des sommeils non récupérateurs, des choses comme ça. Beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigabilité. Alors vous êtes mis au repos forcé actuellement. Je suis navré pour vous. Alexandra qui fait ouais bof, repos. Ça se voit que tu n'as pas de gamin. Bah si, j'en ai 3. Non, mais dans le sens où on n'a pas le même rythme, c'est ça ce que je voulais dire. Mais il y a beaucoup de problématiques d'une grosse fatigabilité. Ça peut être que très temporaire. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais quand c'est récurrent, dans son cas de figure, ça peut être le changement d'horaire qui l'est perturbé, un changement de rythme alimentaire, un changement de température, ça peut être beaucoup de choses. Mais pour l'heure, est-ce qu'il faut prendre l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Bonne question, Sylvie. Dans aucun des cas. En fait, c'est l'heure de sommeil. En fait, donc, c'est même ni l'un ni l'autre, c'est l'heure de sommeil. C'est-à-dire que normalement, c'est l'heure actuelle, quoi. Voilà, c'est 4 heures de l'ère d'été actuelle. Donc, ouais, il faut continuer à creuser, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème, Laetitia. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont se réveiller à une certaine heure parce qu'elles ont atteint leur quota de sommeil profond, donc récupérateur. Tout ce qu'elle fera, de toute façon, tout le monde, hein, tout ce qu'on fait après 4 heures du matin, ça ne sert pas à grand-chose, pour être vrai. Donc, ça peut ne pas être très perturbant, à part que ça casse son rythme, quoi. Puis qu'elle aimerait bien profiter de son oreiller, mais que ça ne va pas forcément impacter sa prise en charge. Donc, voyez si ce n'est pas juste temporaire.
Ah, alors une autre question. Alors, Steyer, je suis désolé, je ne connais pas votre prénom. Donc, une autre cliente qui dit, ça c'est aussi intéressant, après un drainage lymphatique, elle a passé une nuit blanche. Oui, ça arrive régulièrement. C'est que vous mettez vos émonctoires en alerte. Vous avez nettoyé l'organisme, vous avez mis tous les émonctoires à donf, à fond, notamment le foie. Et le foie, il carbure pour essayer de récupérer. C'est pas anormal. Moi, je dirais presque c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez fait un super travail d'ailleurs, et ça passera bien. Hein. Mais c'est tout à fait logique que lorsqu'on surcharge nos émonctoires, eh bien que l'on ait à ce moment-là une réaction même immunitaire. On peut même avoir des déclenchements de un petit fébricule, un peu de fièvre comme ça. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que le travail était plutôt bien fait. Donc on ne s'affole pas pour ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alexandra, que j'ai zappées? J'ai vu qu'il y avait des questions, mais que je n'ai pas eu le temps de lire en cours de route. Je n'ai pas vu passer des questions sur des formations, non? Y a-t-il des visios concernant le module de nutrition? Alors, non, pas vraiment, parce que mon emploi du temps est extrêmement chargé, sauf pour les personnes qui sont inscrites à l'académie. Alors, l'académie, mesdames, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai créé une académie en septembre dernier. Nous sommes plus d'une centaine d'étudiants. On peut s'y inscrire à toute heure de la nuit et du jour. Vous tapez Académie Pascal Weigel. En fait, le site internet, c'est pascalweigel.com, tout court. C'est mon nom, mon prénom et mon nom. On fait très simple au service marketing. Pour une fois qu'ils ne m'ont pas cassé les nez avec des choses compliquées. Vous tapez mon prénom, mon nom, vous allez tomber sur mon académie. Dans le cadre de l'académie, vous avez des cours, effectivement, beaucoup plus que ça. Hein. Vous avez 200 heures de cours en physiosystémie, notamment en nutrition. Après, j'ai un cours de nutrition le 4 mai à Paris, je le répète, mais je n'ai pas de module spécifique en ligne. Est-ce qu'on peut s'inscrire avant juin? Oui, absolument. Ou alors vous pouvez en tout cas nous contacter et attendre celle de septembre, la session de septembre. Mais ouais, c'est encore à peu près jouable. Hein. Sauf si vous arrivez trop tard parce que les examens arrivent bientôt. Donc revoyez ça peut-être pour septembre. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est de l'initiation avec moi à la nutrition, ce qui est une journée de travail sur Paris, bien sûr. Mais ça peut déjà vous écarter pas mal de problématiques. J'ai tout de même la semaine prochaine un webinaire qui porte sur les cas d'échec dans la minceur, et on va parler de nutrition évidemment, parce que quand on parle d'échec, on vous a parlé de septembre, c'est que voilà, c'est qu'on doit être déjà plein sans doute, désolé Sandra, mais en septembre on redémarre la machine, évidemment avec des nouveautés, beaucoup de nouveautés. Pour celles qui se sont déjà inscrites, qui sont déjà sur la plateforme de formation, vous aurez le droit à des nouveautés. Et celles qui ne sont pas encore inscrites, vous aurez le droit à votre module complet, plus les nouveautés. Voilà. Et je disais, donc la semaine prochaine, le mardi 13, j'anime les cas d'échec dans la minceur. Ça va rejoindre un petit peu le débat qu'on a depuis le début de la semaine, la physiologie, la nutrition, les outils de travail, pourquoi vous vous plantez. Et les causes sont nombreuses, mais on va essayer d'en évoquer quelques-unes ensemble, des causes, et toujours en replay sur BS Innov, la chaîne YouTube, ou sur la page Facebook BS Innov. Vous retrouvez le replay d'aujourd'hui et de la dernière fois et des prochaines. Voilà, voilà. Eh bien, mesdames, si j'ai fait tout le tour, merci de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers mon entreprise, hein, tout court. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. On est un petit peu comme vous, un peu bousculé par les événements, donc on est un peu en télétravail, mais pas tous. En fait, on travaille tous, mais pas autrement. Donc, on est un peu plus compliqué à nous joindre, mais quand même, on est là. Donc, n'hésitez pas, les mails et tout ça, on y répond tout de même. Merci à vous, je vous dis très bon après-midi. Sportez-vous bien et à très, très vite. Bon week-end. Ciao, ciao.